Salut Cindy, tu vas bien? Salut Nouchka, oui ça va et toi? Ouais, super. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi pour cette nouvelle vidéo en mode podcast parce que tu es un peu loin de chez moi, donc on se fait ça en ordinateur interposé. Et puis bah ouais, je suis hyper contente de t'avoir pour parler de ce sujet. Alors pour ceux qui regarderont la vidéo, on fait cette vidéo à l'occasion de la Journée mondiale des TCA. Vous la regarderez peut-être pas le jour de la Journée mondiale des TCA, qui est le 2 juin, mais c'est pas grave. J'avais envie de parler de ce sujet et d'aborder ce sujet. J'ai réfléchi à comment bien l'aborder pour faire quelque chose qui plaît et qui permet aussi de lier un peu nos deux champs de compétences. Parce que moi, je suis diététicienne du sport, mais voilà, la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, c'est pas forcément mon domaine ultime de compétences. Toi, tu es un petit peu plus spécialisé là-dedans, forcément. Je te laisserai te présenter après. Mais c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir pour qu'on puisse corréler un petit peu cette journée-là au sport et puis qu'on puisse en discuter un peu parce que je pense que c'est un domaine qui va intéresser beaucoup de gens. Donc voilà, pour commencer, je te laisse te présenter si tu veux et puis que les gens qui nous écoutent sachent qui tu es au final. Et ben, du coup, je suis très contente aussi de faire ce podcast avec toi. Donc moi, c'est Cindy, j'ai 33 ans, je suis passionnée de sport et notamment de course à pied que je pratique depuis environ 10 ans. Et en fait, après avoir fait plusieurs années en microbiologie alimentaire, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon domaine et donc je me suis réorientée pour devenir diététicienne. Donc ça va faire 2 ans que je propose des consultations en cabinet près de Clermont-Ferrand ou sinon en visio. Et durant ces 2 années, j'ai aussi approfondi mes connaissances donc en nutrition sportive dans le but vraiment d'aider mes patients dans leur compétition ou même dans leur plaisir sportif et qu'ils soient amateurs ou confirmés. Et après, je me suis également formée en diététique psycho-comportementale pour accompagner les personnes vraiment dans l'apaisement de la relation à l'alimentation et dans l'accompagnement donc des troubles des comportements alimentaires. Ok, ça marche. Pour info, avec Cindy, on travaille ensemble quand même depuis quelques mois. On a fait quelques projets ensemble. Elle accompagne certains des patients de Fourchette Basket, etc. Donc c'est quelqu'un en qui j'ai confiance quand même. Et sinon, je l'inviterai pas sur cette chaîne. Donc voilà pour préciser. Pour introduire le sujet un petit peu, quelle définition tu pourrais donner finalement ou comment on pourrait définir les troubles du comportement alimentaire? Et ben, tout simplement, l'Organisation mondiale de la santé, elle va vraiment définir les TCA comme des conduites alimentaires qui sont différentes, des attitudes qu'on va retrouver chez des individus qui sont placés un petit peu dans le même environnement nutritionnel, socioculturel et qui vont induire des troubles physiques, et ou psychologiques. Et en fait, les TCA, ça reste quand même une énigme, un peu clinique, et que, du coup, en fait, les facteurs, qui peuvent les déclencher sont vraiment factoriels. Donc, ça peut être un peu lié au tempérament, à l'environnement, à la génétique, à l'environnement social ou même encore à l'environnement psychologique. Et parmi tout ça, en fait, on va retrouver plusieurs TCA qui sont décrits dans un référentiel qui s'appelle le DSM-5. Donc, c'est vraiment la 5e et la dernière édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et troubles psychiatriques. Et donc, ils définissent en fait plusieurs troubles, donc comme la boulimie. La boulimie, c'est lorsqu'il y a une survenue récurrente, donc au moins une fois par semaine, d'accès d'hyperphagie, donc une absorption en une période de temps limité d'une quantité de nourriture importante avec le sentiment de perte de contrôle. Et derrière, il y a des comportements compensatoires suite à cette prise alimentaire, qui peut être un jeûne, de l'exercice physique excessif, des laxatifs, etc. Après, on retrouve l'hyperphagie-boulimie. Donc, c'est vraiment comme la boulimie, il y a une survenue récurrente d'accès d'hyperphagie, mais à l'inverse, il n'y a pas de comportement compensatoire. Après, on va retrouver l'anorexie mentale,
qui, elle, se caractérise plutôt par une restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins de l'organisme. Cela conduit généralement à un poids significativement bas, avec une peur intense de prendre du poids. Et après, donc ça, c'est les trois principaux. Et après, on va retrouver les autres TCA spécifiés. Donc, c'est plutôt les formes atypiques. Donc, on va retrouver l'anorexie mentale atypique, la boulimie de faible fréquence, le syndrome de l'alimentation nocturne. On va retrouver aussi les TCA non spécifiés. Donc, en fait, les symptômes caractéristiques d'un TCA vont se retrouver, mais ne remplissent pas tous les critères, en fait, des troubles précédents. Et après, les un peu moins connus, on va retrouver le pica, l'ingestion répétée de substances non nutritives ou non comestibles. Donc, par exemple, je pense à la terre. Mmh. Et le méricisme, qui va être la régurgitation répétée de nourriture. Et ensuite, le dernier, on va retrouver l'ARFID. Donc, c'est la restriction ou l'évitement de l'ingestion d'aliments. C'est vraiment un manque d'intérêt pour la nourriture. L'évitement est fondé sur des caractéristiques vraiment sensorielles. Donc, il y a vraiment une incapacité à atteindre les besoins nutritionnels ou énergétiques, mais c'est pas associé à une perturbation de l'image du corps. OK, d'accord. Et comment on peut enfin, tu vois, pour la personne qui est concernée, comment elle peut se dire, «Je souffre de troubles du comportement alimentaire» ou pas? Parce que je pense que, comme moi, dans tes consultations, ça t'arrive d'avoir des gens qui te disent, «J'ai des TCA», mais à partir de quel moment tu peux vraiment, dire: «Oui, tu as des troubles du comportement alimentaire» ou «Non, non, c'en est pas et c'est autre chose»? Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là? Ouais, bah, après je pense que ça, c'est de l'ordre vraiment du médecin parce que, bah, nous, les diètes, on n'a pas le droit de donner des diagnostics et je pense que c'est vraiment le médecin qui pose des mots là-dessus et après, bah, tous ces critères-là, en fait, vont aider au diagnostic finalement, de la personne. OK, d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais des facteurs, génétiques. Est-ce qu'on sait ce qui est en cause là-dedans, d'un point de vue génétique ou pas? Qu'est-ce qui rentre en compte et qu'est-ce qui fait que, d'un point de vue génétique, certaines personnes sont plus sujettes à ça? Je sais pas si c'est très clair ma question et si tu as la réponse d'ailleurs parce que c'est complexe, Ouais. je te pose une colle là peut-être? Ouais, là, j'avoue que je pense que enfin, je pense qu'on est porteur de gènes un peu comme l'obésité. En fait, j'en sais rien, donc je sais pas s'il faudra le mettre ça. Mais On coupera rien normalement, mais c'est pas grave, on peut supposer quand même, et puis après aller checker. Mais c'est complexe quand même. C'est vrai que même l'obésité, on sait qu'il y a une part génétique, mais après je ne saurais pas dire quel gène exactement, j'avoue, ben c'est ça et puis je pense que c'est qu'on est porteur du gène et après on le développe ou on le développe pas en fonction de l'environnement. Tu vois? C'est si on grandit dans un environnement où les parents font déjà des régimes, où il y a beaucoup de Mmh, paroles sur le poids, ouais. sur l'apparence physique, bah, je pense que ça aide pas non plus, à l'avenir en fait pour développer tout ça, quoi. Ouais, clairement. Et j'avais entendu un truc, tu me dis ce que tu en penses, qu'en gros plus que pass je sais plus ce que c'était exactement le truc, mais genre, passé 3 ans, de troubles du comportement alimentaire, tu as vraiment que 50 de chances de guérir un jour, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, moi, je pense que c'est sûr que finalement, le repérage et la prise en charge précoce du trouble va vraiment favoriser le pronostic et il va y avoir un risque diminué de chronicité et de complications, qui soient somatiques, psychiatriques ou autres. Mais je pense qu'il est vraiment important de véhiculer, d'autres messages et que tout est possible, peu importe la durée du TCA et que, ben, ou si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Même si ça fait 4 ans, 5 ans et qu'on est peut-être un peu désespéré, je pense qu'il faut quand même essayer de taper à quelques portes, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Et pareil, la phrase, ça aussi tu entends souvent, en gros: «Un TCA, tu en guéris jamais, tu vis avec», tu en penses quoi? Bah, ça, je pense que c'est une idée reçue, hein. Je pense qu'on peut toujours guérir d'une maladie et que ces maladies-là sont tellement, enfin, il y a très peu de recul scientifique sur tout ça et je me dis, bah, pour dire ça, c'est quand même assez osé et déjà qu'on n'arrive pas à savoir les déterminants, alors comment on peut savoir si on va en guérir ou pas? Je pense qu'il Ouais, faut se donner cette, d'accord, chance-là. je suis d'accord. On connaît là, je parle même pas de la part dans la population sportive, mais dans la population générale, est-ce qu'on connaît exactement la prévalence et
Est-ce que tu sais comment elle évolue d'année en année? Est-ce qu'on va du pire en pire ou est-ce que ça progresse quand même? C'est dur à trouver les prévalences des TCA. Je pense Après, que c'est même dur à évaluer parce que comment tu évalues ça au final? Si c'est par des questionnaires, tu peux facilement mentir sur les questionnaires. Donc je pense que c'est compliqué quand même à évaluer, quoi. ouais, c'est clair. Après, si on va sur la Fédération française d'anorexie-boulimie, qui est le site quand même de référence et qui apporte beaucoup de connaissances dessus, eux, ils annoncent que les TCA concernent près d'1 million de personnes en France et OK. que l'anorexie mentale, ça toucherait environ 1% des femmes et 0,3% des hommes. La boulimie toucherait 1,5% des femmes et 0,5% des hommes. Et l'hyperphagie boulimique concerne environ 3% des femmes et 1,5% des hommes. OK. Mais voilà, comme tu dis, en fait, c'est hyper difficile dans le sens où aussi il y a plusieurs critères diagnostiques. Là, on a évoqué le DSM-5, mais il y a aussi le CIM. Et en fait, ils ont pas tous les mêmes critères. Et même dans les DSM, vu qu'il y avait le 4 avant, le Ouais. 3 avant, en fait, ils ont changé les critères diagnostiques au fil des années. Et du coup, par exemple, pour la fréquence de l'anorexie mentale, elle est devenue plus importante dans les études récentes que dans le passé, parce que maintenant, on prend plus en compte l'aménorrhée, par exemple. On prend plus en compte? Ouais. Non. Ouais. Et du coup, tout ça, ça change les prévalences, ça change les critères diagnostiques et c'est dur d'avoir des chiffres. Donc Ouais, voilà. je pense que tu peux difficilement avoir des chiffres exacts. Par contre, tu vois, je suis étonnée dans le sens, je pensais qu'il y avait moins de garçons concernés quand même, parce que les pourcentages me semblent quand même. Je pensais vraiment que c'était un petit pourcentage, mais c'est pas. Alors même si 0,3%, c'est pas énorme, revenu à l'échelle nationale, ça fait quand même beaucoup, quoi. Et je pense que les garçons sont peut-être un petit peu plus pudiques de ça ou en parlent moins. Enfin, tu vois, t'as quand même moins de garçons qui parlent de ça, quoi. C'est clair, ouais, ouais. Et dans la population sportive, les prévalences, pareil, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que c'est plus élevé que la population générale? Je pense que ça varie aussi. Enfin, je suis sûre que ça varie aussi en fonction des disciplines. Et dans quelle mesure, en fonction des disciplines, ça varie? Alors pareil, j'ai pas trouvé des chiffres exacts et tout ça parce que c'est encore plus dur de cibler encore plus sur sur une population spécifique. Mais par exemple, j'ai vu il y a 2 études, là, une de 2007 qui avait pour but d'évaluer la prévalence des TCA dans une population de sportifs pratiquant un sport individuel ou collectif à un niveau national. Et en fait, la conclusion de cette étude, c'est que la prévalence des TCA serait plus importante chez les sportifs que chez les sédentaires, plus importante chez les sportifs que chez les sportifs et plus importante dans les sports à catégorie de poids ou les sports où l'esthétisme prime. Et après, en 2009, il y a une étude qui a démontré que 25,5% des sportifs contre 15% de la population générale présenteraient des troubles alimentaires. Ok. Et après, pareil, à titre vraiment personnel, avec ma stagiaire, il y a pas très longtemps, là, Fleur Jacquet, elle a réalisé une enquête sur les comportements du sportif face à son alimentation, qu'on a envoyé dans des clubs plutôt d'athlétisme en fait, vu que c'était beaucoup plus notre milieu. Il y a quand même 110 répondants à cette enquête et il y a quand même presque la moitié des personnes qui pensent avoir un proche ou sont eux-mêmes concernés par un trouble alimentaire. C'est ouf, même 25%, là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup, quoi. C'est Ouais, je trouve. sport à catégorie de poids, après, voilà, tu me dis ce que t'en penses, mais je pense que déjà, course à pied, sport d'endurance, la prévalence, elle est importante dès lors qu'il y a une notion de poids qui rentre dans la performance. Et puis après, je pense aussi je sais que dans la natation, c'est beaucoup le cas. Dans les sports artistiques, genre la danse, la gym, ça c'est horrible parce que surtout que ils commencent très jeunes, donc t'as direct des idées reçues qu'on te met dans la tête quand t'es jeune. Puis pareil, je pense dans le milieu du culturisme, du body, ce genre de truc, à mon avis, c'est grave, quoi. C'est encore un peu tabou, même si je pense quand même que grâce aux réseaux sociaux, à mon avis, c'est un petit peu plus
médiatisé, où on en parle un petit peu plus, mais c'est encore tabou, je pense. Et puis, je sais pas si toi, tu as déjà entendu des histoires comme ça, mais j'ai déjà des histoires de sportifs surtout, qui te racontent des trucs sur leurs entraîneurs, où voilà, on s'en fiche un petit peu de ce que t'as, de ce que tu manges, tant que tu performes et que tu t'es, c'est ça l'essentiel pour eux, quoi. Ouais, c'est ça et enfin, ça fait super mal au cœur d'entendre des histoires comme ça. Enfin, ça commence dès le plus jeune âge. Là, il y a pas très longtemps, j'ai eu une discussion pareille avec, une patiente et en fait, elle me disait que, bah, dès le plus jeune âge, elle avait même pas le droit d'être devant en représentation de danse parce que soi-disant, elle était trop forte, quoi. Enfin, je me dis: «Mais c'est horrible de vivre des choses comme ça» et c'est sûr que ça aide pas pour la suite, hein. Ouais, clairement. Bah, surtout quand t'es jeune, c'est là où t'emmagasines et puis c'est là où, je pense que c'est là où ça se développe le plus les TCA. On a une fourchette d'âge à peu près dans lequel ça se développe? Bah, moi, en tout cas, ce qui est retrouvé dans la littérature, c'est que effectivement, c'est les adolescents et les jeunes femmes qui sont le plus touchés, on va dire, par tout ça. Et il y a vraiment un pic à l'adolescence parce que on est en recherche de personnalité, il y a la puberté, enfin, on essaye de se construire et puis des fois, on n'est pas très gentils les uns avec les autres non plus, donc ça aide pas, quoi. Ouais, clairement. Clairement, puis après on pourrait ça pourrait presque être un débat philosophique est-ce que le haut niveau, jeune, c'est bien ou pas? Parce que d'un côté, tu fais pas des Euh, champions, en commençant à 20 ans et puis de l'autre, putain ça amène beaucoup de problèmes quoi chez certains. ouais, Je pense c'est plutôt une résolution de l'accompagnement, que ce soit des proches ou des entraîneurs, tu vois? Rien que le fait qu'ils soient peut-être mieux formés à ça parce que je crois que dans leur formation, ils ont même pas ça quoi dans leur formation. Savoir le détecter, savoir l'accompagner ouais, aussi, c'est je pense pas que c'est mis en avant quoi ouais, dans ouais. des formations d'éducateurs ou d'entraîneurs. Ouais, malheureusement et pourtant je pense qu'ils ont un grand, grand rôle à jouer, surtout avec les enfants, en fait, les enfants, les ados et ils ont un grand rôle à avoir et je pense que ça serait bien de passer par, justement de la prévention et que ça soit intégré peut-être dans leur cursus d'études et qu'on en parle encore et encore, en fait, hein. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je me bats un peu pour ça dans mes formations, de nutrition sportive. Quand j'ai des coachs, je leur dis que c'est hyper important et puis, en fait, c'est clair que pour avoir fait du «haut niveau» entre guillemets quand j'étais jeune, la relation que tu as avec ton entraîneur, c'est limite ta deuxième famille, quoi. Donc, ça peut être très bénéfique et bienveillant comme, tout à fait l'inverse si tu tombes pas forcément sur la bonne personne, quoi. C'est clair et net. Ah mais je suis bien d'accord, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Et ça va être quoi les principales conséquences, d'un trouble du comportement alimentaire finalement, à quoi ça peut conduire? Parce qu'on a souvent l'idée, enfin, je pense que les gens ont souvent l'idée: «Bah, je mange pas, je perds du poids», tu vois? Mais si on va plus loin que juste: «Je perds du poids», à l'inverse enfin, qu'est-ce que ça fait, quoi? Alors là, je parle de l'anorexie en l'occurrence, mais après on peut détailler pour les différents troubles, quoi. Bah, après, c'est comme tu dis, c'est en fonction du trouble alimentaire que les conséquences vont être, différentes et en fonction aussi de la gravité du trouble. Heu, après j'avais, vraiment dans la tête les conséquences vraiment, pour moi importantes, ça va être, social. Ben, on va commencer à s'éloigner des proches, on va commencer à se sentir peut-être incompris. Il y aura aussi peut-être de l'absentéisme, scolaire ou même au travail. Et puis on va peut-être, aussi commencer à avoir des conflits, familiaux. Donc ça, je pense que c'est aussi, une conséquence importante. Il y a toutes les conséquences, psychologiques, que ce soit dans n'importe quel trouble, on va avoir des humeurs qui vont être, soit dépressives, soit anxieuses, enfin pas forcément, des humeurs très, très positives. On va être irritable, il y aura un sentiment de tristesse, de vide. La gestion des émotions, elle va être vraiment difficile. Il va y avoir une grande, grande dévalorisation de l'image de soi et après tout ce qui est conséquences, physiques, on va retrouver, une fatigue importante, hein, que ce soit dans l'anorexie parce qu'on n'a pas assez d'apport ou, dans la boulimie ou l'hyperphagie. Les crises alimentaires fatiguent énormément. Les vomissements aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va avoir aussi des troubles de l'appétit, on va avoir notre poids, certainement modifié.
Alors peut-être pas trop dans la boulimie du coup, parce que vu qu'il y a des comportements compensatoires, bah, souvent ça Mmh. passe un peu, incognito, on a un poids stable. C'est Mais presque pire au final la boulimie parce que autant l'anorexie, la plupart du temps ça se voit, bien que tu puisses souffrir d'anorexie sans que ça se voit sur ton poids, mais je trouve que la boulimie c'est presque pire quoi parce que c'est une ouais, maladie invisible ouais, et personne ne te comprend en fait, t'es tout seul dans ton truc quoi, c'est horrible. c'est clair, c'est clair. Et ouais, et du coup des fois ils osent pas en parler non plus, donc c'est ce qui rend vraiment les choses difficiles. Et puis j'ai l'impression que c'est plus tabou de souffrir de boulimie que d'anorexie quoi, tu vois? Dans la tête des gens c'est plus enfin c'est plus bizarre, faut pas en parler, tu vois? C'est limite, enfin, tu vois, j'ai cette impression-là que la boulimie, c'est un truc, tu peux te contrôler, hein, c'est juste une question de volonté. Et puis, l'anorexie, ah bah, tu es vraiment malade, tu es pas bien dans ta tête, quoi, tu vois? Parfois, c'est Ouais. l'image un peu que ça peut véhiculer. C'est clair et puis je pense que les gens, souffrant de boulimie, ils ont plus de mal à en parler parce qu'il y a la honte, en fait. La honte, des compulsions alimentaires et c'est ça qui fait que, bah, du coup, c'est on passe un petit peu à travers et que, bah, cette pathologie est moins bien connue des gens et effectivement, on aurait tendance à peut-être un peu plus juger malheureusement, sur tout ça. Ouais, ouais, clairement, clairement. Hem Et puis, chez les jeunes aussi, je vois que parfois ils osent pas en parler à leurs parents ou parfois les parents sont même pas au courant. J'ai des jeunes, c'est ouf quoi, tu vas dans les clubs, tu parles un peu aux jeunes, leurs parents sont même pas forcément au courant qu'il y a un truc qui va pas quoi, se rendent pas compte, remarquent pas, tu certains parents qui s'en rendent compte et puis encore, on peut pas les blâmer, quoi, parce que tu te dis toujours que ton enfant va bien et qu'il va rien lui arriver ou et que tu veux qu'il lui arrive rien, mais et tu t'en rends pas compte, tu fais pas forcément gaffe, mais parfois il se passe des mois, voire des années avant que tu dises qu'il y a un problème, quoi et que tu te rendes compte qu'il y a un problème, quoi et que c'est plus qu'une passade, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Après, il y a quand même des signes, enfin, si on avait un conseil à donner aux parents, je pense et même aux entraîneurs, à tout Ouais, l'entourage, ça serait vraiment de repérer les signes, assez rapidement et d'en parler, en fait. Et les signes, ça peut être vraiment l'isolement, quand on voit que l'enfant, il veut plus aller voir ses amis, il s'isole, même des repas, familiaux et cetera, ben, peut-être que là, il faudrait, en parler. Si on voit l'enfant, qui se pèse, plusieurs fois, par jour ou même tous les jours et que ça devient, assez, obsessionnel, ça c'est quand même un signe aussi. La personne qui change son alimentation, qui, tout simplement, hein, qui demande de faire un régime, aux parents, qui ont des pensées un peu sur la nourriture, de manière quotidienne. Et et après, il y a aussi au niveau du sport, les entraîneurs, par exemple, ils peuvent vraiment voir les variations de poids et se poser des questions. Si un athlète, jeune perd beaucoup de poids d'un coup ou en prend d'un coup, s'il y a des blessures à répétition, par exemple, comme les fractures de fatigue ouais. ou que les personnes, ouais. Ça tu le vois, moi je le vois chez les jeunes, surtout chez les filles 16-17 ans là, c'est vraiment le pire âge, en fait, c'est vraiment la transition vers le haut niveau, tu sais, pour certains, et tu le vois, tu le vois, celles qui cherchent la performance, c'est pas rare d'avoir des fractures de fatigue, troubles du cycle, triade de la femme sportive, quoi. Si on peut le définir un peu cette triade-là, comment on la définirait? Pour ceux qui voient pas du tout de quoi je parle là? Et ben, finalement, la triade, féminine, elle est vraiment définie donc par le Comité international olympique, le CIO, comme une combinaison de troubles alimentaires et de cycles menstruels irréguliers qui conduisent à une diminution donc des hormones féminines et notamment des œstrogènes, et qui entraînent une faible densité minérale osseuse. Et en fait, maintenant, suite, à de nombreuses études, il a été démontré que ce phénomène de sous-alimentation, du coup, il n'était pas asexué et que les hommes pouvaient, avoir aussi une trop faible disposition en énergie, même s'ils sont, un peu, moins touchés finalement, ça les concerne aussi. Et du coup, bah, en 2014, le CIO a décidé d'étendre cette notion de triade féminine à l'ensemble de la population sportive et qui, du coup, maintenant, ça s'appelle le syndrome du REDES, donc la déficience énergétique relative dans le sport.
Oui, c'est vrai parce qu'au final, la triade, alors, à la base, la triade, c'était même, anorexie, aménorrhée, donc absence de cycle et puis, ostéoporose. Après, ça a été un peu plus large, ça a été déficit énergétique, chronique, trouble du cycle, parce qu'au final, on peut avoir des troubles du cycle sans qu'il y ait absence de règles, hein, et puis, trouble de la densité minéreuse osseuse. Mais quand tu réfléchis, ça concerne pas que les filles au final, parce que oui, alors ça concerne pas les hommes, les troubles du cycle, mais par contre, les troubles hormonaux, dès lors que tu as une déficience en énergie, tu peux avoir un trouble hormonal avec une déficience en hormones sexuelles et pareil, chez l'homme, ça peut conduire à des troubles de la densité minérale osseuse, quoi. Donc au final, Mmh mh. le RED-S, je pense que c'est une définition qui est un petit peu plus large. Mmh. Et est-ce qu'on a des questionnaires, pareil, pour le RED-S alors, toutes les ressources dont on va parler, là, je les mettrai en description d'ailleurs pour ceux qui veulent. Mais est-ce qu'on a un questionnaire pour le dépistage du RED-S? Je crois pas. Il me semble que ça existe pas et que du coup, les médecins, ils vont plutôt aller sur, le questionnaire, plutôt des trou enfin sur un diagnostic des troubles du comportement alimentaire et vont aller sur quelque chose de diagnostiquer aussi la mince, la dénutrition. Pour moi, c'est j'ai cette idée en tête, mais peut-être que je suis passée à côté, hein. Non, il me semble et puis en plus le RED-S, tu même pas trop de marqueurs biologiques pour le détecter, quoi. Enfin, c'est vraiment, du symptomatique, quoi, au final, Ouais, et complètement. ouais, et puis ça pareil, ça dans le sport, en fait, tu vois, RED-S, triade, surentraînement, finalement tout est lié parce que tout est lié. Je pense que le point de départ, c'est un déficit, énergétique qui est chronique, qui dure depuis trop longtemps, qui va amener beaucoup de conséquences et là, ça se rejoint avec les troubles du comportement alimentaire, même si chez les sportifs, tu peux avoir un déficit énergétique qui est pas, volontaire. Tout simplement parce Exactement. que tu des besoins qui sont tellement importants chez le sportif que tu te rends pas compte, quoi. Et puis je me dis même que parfois ça peut amener des troubles du comportement alimentaire parce que tu n'oses pas plus manger, parce que tu vois tes copains quand tu es jeune, qui mangent pas autant parce qu'eux ils font pas de sport. Pareil, quand tu es plus grand, plus vieux, bah certains peuvent se comparer et puis tu vois que les gens dans ton club, bah, ils mangent pas comme toi, ils sont pas comme toi physiquement. Enfin, tu vois, c'est pas facile, hein. Je trouve que, je sais pas si c'est de pire en pire, mais peut-être qu'on en parle plus aussi, que c'est moins tabou, mais bon, j'espère que ça ira dans le bon sens quand même, quoi. Bah, j'espère et puis je pense que il y a un gros rôle à jouer dans encore une fois dans la prévention, hein, que ce soit dans les TCA ou dans le RED-S, dans le surentraînement, tout ça. Je pense que c'est vraiment en en parlant plus, en sensibilisant encore plus le corps médical parce que peut-être que les médecins sont encore pas assez, là-dedans, enfin je veux dire les médecins vraiment, spécialisés dans tout ça, il y en a peut-être pas beaucoup, quoi. Ouais, bah, il y a encore quelques années, il y a quelques années, je dirais même 2 ou 3 ans, j'avais des récits de jeunes, filles, à l'hôpital à qui on disait: «Mais tu n'as pas un poids trop bas, tu pas anorexique, quoi». Tu vois, ce genre de truc et ça, il y a rien de pire parce que derrière la réaction, ça va être, «Ah ouais, je suis pas assez maigre pour être anorexique?» Bah, tu vas voir, quoi. En fait, c'est horrible. Je pense que clairement la formation là-dessus, faut que ça progresse et puis je pense aussi que, la période qui est dure aussi, c'est toute la période, de déni dans laquelle tu vas pas avouer que tu as des troubles du comportement. «Non, c'est juste normal, en fait, je fais gaffe à mon alimentation, je mange bien, je mange équilibré», et ça, les réseaux, ça aide pas parce que quand tu suis des comptes, de fitness, de machin, où tu vois que les filles, elles mangent sainement et cetera. Derrière, 3/4 du temps, tu as des troubles de l'alimentation, quoi et ça, c'est pas facile pour se construire sur quelque chose de sain, quoi, tout simplement, mais de vraiment sain, pour le coup. C'est clair, je te rejoins là-dessus, complètement et même, sur les assiettes que, bah, toutes ces filles-là montrent sur les réseaux sociaux et que, bah, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies et quand on nous montre, bah, moi, c'est des assiettes à 1 500 calories par jour, d'autres à 1 800, déjà les jeunes, ils sont perdus entre le 1 500, le 1 800, le 2 000 et en plus, ils voient des assiettes complètement différentes et franchement, ça aide vraiment pas à se construire. Ouais, clairement, clairement et ouais, ouais, c'est clair. Hem et là, ça me fait réfléchir pendant qu'on parle. On parle beaucoup des femmes, mais je pense qu'il y a tellement de gars qui sont concernés aussi
dans le sport et du coup qui là, c'est une réflexion que je me fais en même temps qu'on parle, mais je pense qu'ils se disent tellement que c'est pas un truc qui concerne les gars, qu'ils osent pas en parler, quoi. Ouais, Quand tu es un garçon, je faut suis être bien. fort, faut pas montrer ta faiblesse, je vois un peu de ça là-dedans, quoi. Oui, oui, et et puis souvent, je sais pas toi, mais dans des sportifs, ils vont se dire, non mais moi, je vais aller courir ou faire du vélo et je mange pas. C'est pour mieux habituer mon Métaboliser, mais corps. ouais, ouais, c'est ça. Mieux habituer mon corps, ouais, tout à fait. C'est ça. Je me dis, bah, des fois, ça les aide pas non plus pour avancer et pour éviter le REDES, quoi, par exemple. Ouais, clairement. Et puis même, tu sais, moi, je regarde des fois les groupes Facebook là de course à pied, de trail running, etc. T'as tellement de gens qui critiquent les autres. Tu sais, ils vont afficher des posts, ils vont prendre des posts des réseaux sociaux de certains comptes, les afficher en mode putain, mais tout ce qu'ils bouffent pour un semi-marathon, y a pas besoin de bouffer autant, juste de l'eau, machin. Enfin, tu vois, rien que là, on crée des, enfin. Moi, j'essaye de me battre dans mon quotidien, dans mon métier, pour faire comprendre aux gens qu'il faut manger à l'effort, que c'est important, que ça va t'aider, que ça va t'aider à durer. Mais en fait, on est en 2024 et c'est encore, t'es vu comme un ovni en disant ça. Et la pensée générale, c'est plutôt, ouais, bah, si tu cours pas 500 bornes, t'as pas besoin de manger un gel, quoi, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Donc derrière, je pense que ça aide pas parce que derrière, les gens, certains doivent se dire, ouais, bah, en fait, j'ai pas besoin. Et puis, derrière, ça entraîne d'autres conséquences, quoi. Ah mais complètement, je suis vraiment d'accord avec toi et tous ces réseaux, autant ça peut être, bénéfique pour certaines choses, autant ça peut être super délétère, dans les messages comme ça, on se rend pas compte, mais les mots font des fois plus de mal que des gestes. Ouais, clairement. De toute façon, on vit dans une époque où on peut pas faire sans les réseaux, mais je pense qu'il faut se blinder, quoi, clairement. Mmh mh. Je Savoir ce suis que bien tu d'accord, recherches ouais. aussi, faire des choix. Moi, j'ai des gens, des fois, Mmh mh. bah, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, il y a deux trois personnes qui m'ont écrit en mode, bah, je te redécouvre sur YouTube. J'avais supprimé Insta parce que Insta, c'était trop toxique. Et du coup, tu vois, t'as même des gens qui se mettent à supprimer leur réseau parce que ça les tire vers le bas. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire des choix dans ce que tu regardes pour pas te laisser entraîner, quoi. Et puis, Ouais, c'est sûr. Bah, ça peut être aussi, pour les parents, ça peut être aussi, bien d'être vigilant à ce que l'adolescent regarde aussi sur les réseaux sociaux sans faire le gendarme bien sûr, hein, mais des fois de regarder un petit peu et de questionner de quels sont les centres d'intérêt et qu'est-ce qui en ressort de tout ça, je pense que ça peut aider aussi, l'enfant et l'ado, quoi. ouais, clairement, clairement. Et tu vois, pour revenir un peu sur l'histoire de prévention, de ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'on devrait même faire des stands de prévention à l'école, tu sais. Je pense qu'on fait bien la semaine du goût, on devrait faire la semaine de prévention des TCA, vu le nombre de jeunes que ça concerne. Et pareil, dans les clubs, ben, je parlais avec un entraîneur justement d'aviron qui disait que quand même, il essayait de plus se former, tu vois, même sur la femme, sur toutes les pathologies à la femme, et puis les troubles du comportement, parce que forcément, quand tu accompagnes des jeunes, tu es un peu responsable aussi de ce qui se passe dans leur évolution sportive et vitale. Et puis, en fait, tu es aussi acteur de ça, quoi. Donc, je suis quand même, comment dire, je suis quand même optimiste quand même sur la suite. Je pense qu'on va dans le bon sens à ce niveau-là. Mais faut que ça aille dans le bon sens pendant encore un moment, quoi. Faut vraiment que ce soit mieux pris en charge parce que je pense en plus si c'est pris en charge mieux plus tôt, plutôt d'une meilleure façon, bah il y aura moins de conséquences sur le long terme, quoi, clairement. Ouais et puis, je suis d'accord et puis je pense que ça les messages commencent à arriver de plus en plus parce qu'on dit qu'effectivement les réseaux peuvent être délétères, mais à l'inverse, il y a quand même d'autres messages qui sont bienveillants et je pense à des comptes, par exemple, comme, bah, Florian Seifer qui est vraiment, spécialisé dans tout ça. Bah, lui, il aide, aussi bien les diététiciens que les patients à se sortir de tout ça. Donc je pense que c'est des personnes comme ça qui arrivent à véhiculer des bons messages et qui sont de plus en plus nombreux, qui vont aider à la prévalence, à diminuer la prévalence des TCA. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ouais, j'espère aussi. Par contre, tu vois, il y a un truc sur lequel je m'interroge, comment faire quand t'as quelqu'un qui est un peu dans le déni, tu vois, qui se dit, de toute façon personne pourra m'aider, ça sert à rien que je vois un psy, ça sert à rien que je vois un diète, il y a personne qui va me guérir. Enfin, c'est dur parce que tu peux pas faire les choses à la place des gens, tu peux pas les aider s'ils veulent pas s'aider. Mais c'est quoi la solution à ça, quoi, finalement?
La solution effectivement miracle n'existe pas, mais je pense que une fois que le déni est passé, parce qu'à un moment donné, on se rend bien compte en fait, je pense que le déni dure qu'un temps. Et après, je pense que la prise en charge la plus recommandée, ça va vraiment être la prise en charge multidisciplinaire et donc qui va comprendre un suivi médical pour avoir vraiment l'état de santé global avec des bilans sanguins assez réguliers. Il y aura une psychothérapie qui sera conseillée et donc notamment les thérapies comportementales et cognitives. Il y aura aussi une thérapie familiale qui peut être conseillée pour bien impliquer la famille, surtout quand il y a des adolescents là-dedans, et un suivi nutritionnel pour réapprendre à s'alimenter avec une alimentation qui est bonne pour le corps, le cœur et la tête. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui est recommandé et ce qui marche le mieux sur les TCA, mais une fois qu'effectivement la personne est apte à vouloir agir, quoi. Ouais, carrément. Tu demandes tu vois, quand tu accompagnes quelqu'un enfin, sur lequel on a posé le mot trouble du comportement alimentaire, est-ce que tu demandes à ce qu'il y ait un suivi psy derrière? Alors je le recommande, très, très, très fortement. Je peux pas obliger, mais Ouais, en tout cas, j'essaye de le placer. Après, je te cache pas que des fois, c'est au niveau financier, que ça peut, bloquer un petit ouais, peu d'avoir, clairement. des suivis un peu extérieurs comme ça tout le temps, tous les mois ou des fois c'est même 2 fois par mois. Ça peut bloquer un peu et après il y a aussi le côté, «Ouais mais c'est bon, je vois déjà une diète, ça te suffit, j'ai pas besoin de la psy» et du Ouais. coup, faut du Ou temps. alors, moi, ce qui me dérange aussi, c'est j'ai vu 3 psys différents, ça m'a pas aidé, et donc ça sert à rien que j'en voie un quatrième. Alors que Ouais. parfois, c'est au bout de ton 12e interlocuteur que tu trouveras quelqu'un qui te convient, quoi. Mais ça, c'est dur parce que forcément, après, tu mets tout le monde dans le même panier. Ouais, C'est je te compliqué. rejoins beaucoup. Et Ça c'est il clair. y a des aides qui sont mis en place, parce qu'on sait, les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie, mais est-ce que c'est pris en charge comme une autre maladie, tu vois, au niveau, du suivi psy? Est-ce que ça peut être pris en charge? Alors depuis le Covid, normalement les séances, psy, sont remboursées, par la sécurité sociale, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc ça c'est déjà pas mal. Après je me demande s'il y a pas une limite quand même, mais c'est une chance, d'avoir, ça. Et après je pense aussi aux centres référents TCA. En général, il y en a dans les CHU et en général, tu peux avoir une journée aussi diagnostic, tu vois? Tu y vas, tu fais une journée, avec des bilans, tu rencontres les professionnels et ça, je trouve que je sais pas depuis quand ça existe, précisément, mais je trouve ça génial et les gens sont plus amenés à parler quand, c'est des petites journées comme ça, c'est de leur plein gré et du coup, Ouais. après, ils peuvent être réorientés en fonction, ben, de ce que disent les médecins, de cette journée-là et après, soit ils sont réorientés en hôpital de jour, soit, justement en thérapie un peu externe avec des diététiciens et psychologues, libéraux, quoi. OK. Ouais, c'est cool ça. Hem, Mmh. est-ce que, en tant que diète ou psy, on a la capacité de pouvoir «interdire» entre guillemets à un sportif la compétition, ou alors il y a que le médecin qui a le droit de faire ça, genre par la non-délivrance d'un certificat médical? Parce que je pense que comme moi, tu en vois qui se butent au sport alors que leur vie est clairement en danger. Moi, j'en ai, même dans mon entourage, où tu te dis: «Ta vie est vraiment en danger et du jour au lendemain, ça peut finir», et pourtant tu les vois se buter au sport, l'argument étant, «Mais en fait, il y a que ça qui me tient en vie, quoi». Alors que c'est le truc qui est presque en train de te détruire. Quel, outil nous on a derrière pour pouvoir, stopper ça, quoi, en fait? Moi, quand je suis dans cette situation, j'essaye vraiment d'amener le patient à poser les conséquences positives et négatives, que ce soit à court terme ou à long terme. Et souvent, ça permet vraiment de montrer un petit peu, ce qui peut vite, vite, vite arriver, même s'ils veulent pas l'entendre, en fait. Parce qu'après, effectivement, moi, j'ai pas le pouvoir de les interdire de faire quoi que ce soit. Il y a que le médecin qui peut vraiment faire ça. Par contre, je vais vraiment alerter sur les risques en faisant ce petit tableau un petit peu, à 4 cases. Ça permet peut-être un petit peu de montrer et de prévenir le risque. Ouais, ouais, carrément. J'ai Et puis pareil,
Qu'est-ce que tu penses? Alors, qu'est-ce que tu penses? Je sais ce que tu en penses, mais c'est pas grave, je le mets quand même sur la table. Tu sais, bah, surtout des filles, en l'occurrence, qui souffrent d'anorexie, qui ont un poids hyper bas et qui se disent, mais en fait, je vais guérir en même temps que je continue à faire 25 heures de sport par semaine, quoi. Je trouve qu'il y a quand même des limites à ça, ne serait-ce que dans le traitement juste de l'aménorrhée, on va recommander quand même de peut-être réduire un peu l'intensité de l'activité. Qu'est-ce que tu dirais peut-être, bah, en l'occurrence aux personnes qui nous écouteraient et qui peuvent se dire ça, genre, je vais guérir, mais il faut que je continue mon activité physique à côté? Bah, c'est clair que je pense que c'est la maladie qui parle, surtout quand elles sont comme ça et qu'elles se disent ça. Et après, souvent, je leur pose vraiment la question de pourquoi tu fais du sport? Et très souvent, bah, au début de la maladie, ils vont dire, bah, c'est certainement pour contrôler le poids ou ça me fait du bien, etc. Et au fil du temps, ben, on essaye de jouer sur les motivations un peu profondes et on essaye de voir pourquoi il faudrait faire du sport finalement, trouver les bonnes raisons. Et je pense que ça peut vraiment aider. Et après, j'avais aussi envie de te parler de l'activité physique un petit peu thérapeutique parce que, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est hyper dangereux quand il y a une femme ou une fille qui va faire vraiment énormément d'heures de sport bah, juste pour dépenser des calories. Mais en fait, il y a aussi trouver le juste milieu. Et souvent, bah, ces personnes-là, c'est tout blanc ou tout noir. Et juste de leur apporter un peu de nuance et de leur dire qu'en fait, on aimerait ne pas interdire le sport, mais juste réduire un petit peu parce qu'on sait que c'est prouvé scientifiquement que ça permet d'améliorer l'estime de soi, l'image de son corps, de descendre le niveau d'anxiété et tout ça. Et que oui, elle peut être proscrite à un moment, cette activité, parce que c'est vraiment trop dangereux pour la personne, mais qu'elle peut vite revenir si elle a une bonne motivation derrière, une meilleure, on va dire, motivation que celle que de griller des calories, et que bah, ça peut vite être mis en place grâce aux activités physiques adaptées Mmh. qui peuvent les aider à franchir ce pas-là. Ouais, puis en l'occurrence, c'est vrai que je pense même se mettre un objectif, même un gros objectif, tu vois? Te dire, «Tiens, j'aimerais faire un marathon». Donc pour faire mon marathon, il faut quoi? Il faut que je sois en forme, il faut que je tienne les entraînements, il faut que je mange pour apporter de l'énergie. Ça, c'est vrai que c'est un truc aussi qui peut même t'aider à guérir des TCA, quoi, en fait, hein. Ah mais c'est ça, Faut juste savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais vraiment pour, vivre l'aventure de vie que tu vas vivre, ou Mm. tu le fais pour, entretenir ton trouble? Tu vois, pouvoir manger plus, mais rester quand même dans ta petite zone de confort. Parce que c'est ça, hein, c'est en fait rester dans sa zone de confort par tous les moyens, quoi. Ben c'est ça. Et tu vois, j'ai l'image d'une de mes patientes que ça doit faire peut-être 2 ans que je la suis. Et en fait, bah là, elle s'est mise à la course à pied. Et en fait, il y a 4 mois de ça, elle arrivait pas à courir parce qu'elle était trop fatiguée. Et aujourd'hui, elle arrive à manger en courant et elle a une énergie de dingue. Et là, bah, il y a le week-end dernier, je l'ai vue à l'arrivée d'une course et elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Ah, Enfin, c'est chouette. ah ouais, ça m'a super émue parce que je me suis dit, bah, en fait, elle a enfin compris pourquoi elle faisait ça et pourquoi il fallait, enfin, pourquoi elle court, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Ouais, puis je pense que ça aide aussi à prendre confiance en toi, tu vois, à valider des étapes, à faire en sorte que ton estime de toi, elle remonte, à te dire que t'es capable, en fait. Et en fait, et aussi ça aussi, c'est une image que je veux donner, c'est aussi te sortir de ton identité, de malade. Tu sais, souvent, t'arrives pas à guérir parce que la seule chose à laquelle tu t'identifies, c'est ta maladie. Et en fait, tu sais pas qui tu serais en dehors de ça. Mais en fait, c'est tout un monde à découvrir au final et qui est super intéressant à explorer. Mais il faut accepter d'avoir le cran d'y aller. En fait, c'est pareil, cette image de déclic, moi, je l'aime pas trop. Tu vois, attendre le déclic. Le déclic, il arrive jamais à partir du moment où tu le provoques pas. C'est toi il faut que tu te dises, bon, allez, je provoque ce déclic, je vais aller chercher qui je suis, hors de cette carte d'identité là que je me suis foutue, qui me ressemble même pas, qui n'est même pas moi, en fait. Je me cache derrière un truc. Mais ouais, si franchement cette image-là peut parler, juste allez découvrir qui vous êtes vraiment derrière cette image, quoi. C'est clair. Et de mettre
toutes les voix de la maladie, parce que c'est des voix, hein, des pensées, bah, en fait, de leur dire stop, je t'écoute plus et je décide de prendre ma vie en main et d'être vraiment moi, quoi. Donc, je sais que c'est dur, hein, on y travaille tout le temps, hein, mais je pense que c'est important ce que tu dis de pas s'identifier à ces voix-là, en fait. Ouais, moi, il y a une image que j'aime bien aussi, qu'on m'avait donnée, c'était, en fait, quand tu souffres d'un TCA, tu as 2 voix dans ta tête qui se battent sans cesse, une qui t'attire vers la maladie, l'autre qui dit: «Mais non, je veux m'en sortir», machin et en Ouais. fait, c'est toujours une ambivalence. En fait, l'image qu'on m'avait donnée, c'était, faut jouer ce chef d'orchestre, cette troisième voix qui dit: «Bon, maintenant les cocos, là, les 2 voix, vous fermez votre bouche et c'est moi qui décide là où je veux aller». Et en fait, cette image me parle beaucoup, parce que ça te permet de reprendre le contrôle un peu sur toi et de jouer la mélodie que tu veux au final, d'aller où tu veux dans ta vie, quoi. Ouais, c'est clair, c'est hyper parlant et c'est vrai que moi aussi dans mes prises en charge, alors je prends pas cette image-là, mais très, très souvent on parle des voix qui sont différentes et on essaye de donner des noms pour montrer que c'est pas la personne, quoi et ça aide vraiment les gens, je trouve et ça permet d'avancer. Clairement. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si on peut finir sur un truc, ce serait quoi les 3 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souffre, d'un trouble du comportement alimentaire et puis qui nous écoute en ce moment même sur cette vidéo? Et ben, surtout de pas se blâmer, de rester bienveillant, comme on le serait en fait avec notre meilleur ami ou la personne qu'on aime le plus au monde. Parce que finalement, bah, c'est pas forcément nous le responsable, mais bel et bien la maladie. Mais par contre, on a bien le choix, de se faire accompagner et de dire stop. Donc ça, c'est une évidence. De trouver une approche thérapeutique qui convienne. Donc comme tu le disais, des fois, c'est peut-être pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, mais toujours continuer à trouver la personne, chez qui on se sent bien et qui apporte des clés, pour sortir de tout ça. Et bien sûr de prendre soin de soi, de sa tête, de son corps et que, bah, la meilleure chance, de guérison, c'est notre corps parce que c'est notre plus belle maison. Ouais, c'est beau, je pense que ça me va pour la fin. C'est cool. Ah Et cool. et puis pour finir, est-ce que tu as alors bien sûr qu'on mettra en description, est-ce que tu as des ressources à nous donner, pour se faire accompagner? Je sais pas, des sites sur lesquels on peut aller peut-être où il y a des professionnels formés, que ce soit en nutrition ou en psy ou d'autres ressources peut-être que tu as en tête et que tu veux nous partager? Et ben, tout à l'heure, je t'ai parlé de la fédération, justement française d'anorexie-boulimie, donc la FFAB. Ils ont un site, hein, c'est ffab.fr et là, il y a un annuaire national, justement des professionnels, spécialisés dans les TCA. Bien sûr, il y a vu qu'on parle de la journée mondiale des TCA, il y a un site qui est dédié à ça, donc c'est journée mondiale, tca.fr. Ils ont un compte Instagram aussi, il me semble, donc c'est coupe, point sur point les point tca OK. et et après, au niveau des livres, il y a, Alice Hussonnois, c'est une diététicienne, mais aussi alors je la connais pas personnellement, mais elle a écrit 2 livres qui sont hyper bien, construits. C'est Anorexie mentale et l'hyperphagie boulimique. Ça peut être aussi, intéressant, et pour les patients et pour, les diététiciens qui veulent, se former, un petit peu à tout ça. Ouais, 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 c'est vrai qu'elle est bien Alice. Et puis je pense qu'on pourra mettre aussi, un numéro que je n'ai pas, mais il doit y avoir un numéro, d'appel, d'aide, pour les TCA. Je sais pas si ça te parle? À mon avis, il doit y avoir ça. Et ben, le numéro pareil, je le connais pas, mais sur la FFAB, normalement, je pense qu'il y a toutes les ressources nécessaires. OK, bon, top, super. Je mettrai tout ça en description. Et bah, Cindy, merci beaucoup pour ton temps. Je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 2 heures encore, mais je suis contente d'avoir pu aborder ce sujet-là pour cette journée. Et puis, pour ceux qui, veulent retrouver Cindy, je mets toutes, ses infos, ses réseaux, son site et cetera dans la description de cette vidéo. Et puis, bah, merci à toi pour ton temps. C'était vraiment chouette. Bah, merci à toi, Nouchka, et bonne journée à tous. À bientôt.